heureux vendredi à vous, chers téléspectateurs. Merci de renouveler une fois de plus votre confiance sur nos antennes. Ces politiques arrivent en séjour pour décrypter justement les discours du président de la République face aux journalistes. On en parle tout à l'heure. Mais avant de cela, nous allons quand même vous faire part de l'actualité. Vous le savez, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des entretiens avec une délégation de la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEEAC en sigle, conduite par M. Lucas Abaga Nchema, ministre équato-guinéen de l'intégration régionale et du président du Conseil des ministres de la commission de cette organisation sous-régionale. Les discussions ont porté notamment sur des enjeux stratégiques majeurs centrés sur la paix et l'intégration économique régionale. À cette occasion, Lucas Abaga a présenté au chef de l'État la nouvelle équipe de la commission de la CEEAC constituée de l'ambassadeur Ezekiel Nibigira et de Maxime Nzita, respectivement président et commissaire à l'environnement. Une autre information, c'est que 5 nouveaux chefs de mission diplomatiques représentant respectivement les Soudans du Sud, le Portugal, la République du Congo, le Cuba et la République tchèque ont présenté leurs lettres de créance au président Tshisekedi ce jeudi à la Cité de l'Union africaine. La grande thématique annoncée à l'entame de cette émission, mesdames et messieurs, consacrée sur la conférence de presse qui a eu lieu en marge de la journée internationale de la liberté de presse. Cependant, le chef de l'État était devant les professionnels des médias ce mercredi justement pour analyser les grandes questions. Tshisekedi s'est vanté de son bilan. Il a évoqué plusieurs aspects, et donc les avancées significatives engagées pendant son règne. Il en a parlé. Le chef de l'État est allé plus loin justement pour énumérer, évoquer plusieurs exemples de la diaspora qui l'encourage dans cette démarche de pouvoir cependant donner une belle image à la République démocratique du Congo. Nous allons nous marteler sur ce qu'a écrit les confrères, démarrant avec le journal La Justice qui titre François Roubota plante les décors du changement de la Constitution au siège de l'Union sacrée. Conférence des presse du chef de l'État. La présidence n'a pas aidé le président de la République, titre La Justice. Kinshasa pour éradiquer l'insécurité. Daniel Bumba et Teddy Luamba conviennent sur la nécessité de moderniser l'éclairage public à Kinshasa. L'ouragan qui titre 3e mandat, Tshisekedi se remet au peuple. Nous allons poursuivre. Olengankoy interpelle Tshisekedi. Les débats constitutionnels paralysent les pays. Allez, on va avancer pour prendre cette fois-ci Africa News qui titre Entre tentations d'une prolongation et d'un 3e mandat. Le président s'évalue, gagne, promet et se projette. La majorité face au piège de l'article 219, les limites du projet Mikaï. Union sacrée, la guerre, bloque les urnes des élections du référendum. L'opposition décortique l'oral du chef de l'État. La guerre est devenue un fonds des commerces. Makila accuse le président de fabriquer les glissements. Ça vient de la bouche de Makila, c'est étonnant. Allez, Alerte Plus, les quotidiens d'information générale et d'opinion qui titrent sanctions américaines contre Joseph Kabila par les USA. Donc, un résultat de la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi, déclare Sam Lukonde. Toujours dans ce qui concerne les sanctions des USA à l'endroit de Kabila Kabange, Atundu salue la riposte diplomatique de Tshisekedi. Mesdames et messieurs, allez, après Tshisekedi, c'est Fayoulou qui appelle la presse
Justement, pour évoquer la crise en RDC, après Tshisekedi, Martin Fayulu appelle les professionnels des médias ce vendredi 8 mai, et donc au siège national de son parti politique à 13h. On saura ce que dira Martin Fayulu à l'endroit de ce qu'a dit le président de la République. Fayulu reste cependant l'opposant. Il jouera son rôle de contrer, d'aller en contradiction justement avec ce qu'a dit le président de la République. Alors, Germain, si nous avons un extrait de ce discours du chef de l'État, tu peux nous le permettre, en tout cas pour vous qui n'avez pas eu le temps de bien décortiquer l'oral du chef de l'État devant les chevaliers de la plume. Nous vous proposons cet extrait, on revient tout juste après pour décortiquer. Hymne national. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps groupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. De la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Sont réunis dans ce chapiteau de la Cité de l'Union africaine des patrons de presse, les journalistes, les communicateurs et les officiels. Titres et qualités respectifs, vous êtes les sécuritaires et diplomatiques. Un exercice important de dialogue direct et de confrontation sereine des idées. Ce moment est nécessaire. Il me permet de répondre aux interrogations légitimes de nos concitoyens, d'éclairer l'opinion publique et de permettre à la presse d'exercer en toute responsabilité sa mission d'informer, de vigilance et d'interpellation. Je veux donc commencer par rendre hommage aux hommes et aux femmes des médias de notre pays. Que vous exerciez à Kinshasa, dans les provinces reculées, au sein d'un grand réseau international ou d'une radio communautaire de proximité, vous remplissez une mission civique irremplaçable. Je vous en suis reconnaissant. Je pense à celles et ceux qui, chaque jour, dans les rédactions comme sur le terrain, souvent dans des conditions difficiles, parfois au péril de leur vie, donnent à nos concitoyens les moyens de comprendre, de débattre et de participer à la vie nationale. Je pense aux journalistes congolais et étrangers qui couvrent la guerre, aux reporters qui mettent un visage sur les souffrances de nos populations, ainsi qu'à tous les professionnels qui réfutent la facilité de la rumeur, de l'invective et de la manipulation. La liberté de la presse n'est pas une faveur accordée par le pouvoir. Elle est une exigence démocratique. Elle protège les citoyens contre l'arbitraire, oblige les gouvernants à rendre compte et contribue à la vitalité de la République et de la démocratie. Mais la liberté de la presse appelle aussi une haute responsabilité. Allez, vous l'avez suivi, les chefs de l'État en face de chevaliers de la plume
mais aussi avec les communicateurs et quelques membres du gouvernement. Et donc, le chef de l'État, dans son discours introductif, il a rappelé que la liberté de la presse est un pilier démocratique, mais qu'elle implique également une responsabilité accrue des professionnels des médias. Cependant, le chef de l'État a commencé par saluer les grands travaux abattus par les professionnels des médias qui facilitent justement aux concitoyens d'avoir les vraies informations. Il a reconnu quand même les difficultés liées à ces métiers. Nous travaillons dans des difficultés énormes justement pour apporter la matière, les vraies informations. Il a quand même appelé aussi les professionnels des médias à combattre la désinformation, les fausses informations. Le chef de l'État en a fait part et c'est très bien. Il nous a appelé au professionnalisme, même si par ailleurs il nous a encouragés. Et c'est très bien comme ça, nous allons le faire. Mais moi, ce qui me laisse perplexe, c'est que les patrons des médias qui ont pris part à cette conférence, je n'ai pas vu nulle part où on a parlé de la subvention de médias congolais. Nous continuons de souffrir de ces mots qui guettent notre profession. On travaille avec les moyens de bord dans des conditions très difficiles, même si le chef de l'État l'a dit, mais nous allons un tout petit peu accentuer parce que les conditions sont très difficiles et nous faisons face à tout cela justement pour vous informer, chers téléspectateurs. Vous le savez, pendant ce temps, le journaliste n'a pas de repos. Même les jours fériés, le journaliste est censé descendre sur terrain, est censé être devant la caméra, devant son micro, pour vous faire part des informations. Même quand il n'y a plus, le journaliste va dans les fins fonds, justement, pour piétiner les eaux usées, pour piétiner, je ne sais moi quoi encore, de la saleté, la boue, pour vous apporter l'information. Allez, courage à ces professionnels des médias qui font bien leur boulot dans la sincérité, la crédibilité et surtout en passant des bonnes informations. Allez, parce que vous le savez bien, nous allons nous rendre dans la ville de Lubumbashi pour saluer les travaux abattus par Madame le maire de la ville, Joyce Tunda. Madame Joyce Tunda, vous le savez, c'est une femme brave, une femme de rigueur, de discipline. Cette femme qui incarne justement la vision du président Tshisekedi dans la ville de Lubumbashi, membre de l'UDPS Lubumbashi, elle s'est lancée dans le combat justement de la salubrité, lutter contre l'insalubrité dans la ville de Lubumbashi. Aujourd'hui, Lubumbashi est parmi des villes propres de la République démocratique du Congo, mais aussi elle lutte contre l'insécurité dans la ville de Lubumbashi. Aujourd'hui, les résultats sont là et donc elle fait un travail remarquable, d'où par ailleurs nous saluons les efforts fournis par cette dame. S'il y en a deux, elle fait partie de ces dames qui ont brisé la peur. Elle fait partie de ces dames qui marchent selon les dictats du chef de l'État, Madame Joyce Tunda, le maire de la ville de Lubumbashi. Et donc, elle appelle par ailleurs les bourgmestres des différentes communes de la ville de Lubumbashi d'emboîter les pas, de lutter contre l'insalubrité, de rendre propre la ville de Lubumbashi, mais aussi de lutter contre les banditismes urbains, appelés communément ici à Kinshasa, Kuluna. Chapeau bas à Madame le maire, Joyce Tunda. Allez, je crois que dans un prochain avenir, on fera quand même un tour à Lubumbashi. Nous, 10e rue, vous le savez, nous soutenons les institutions de la République et un média proche du pouvoir. On fera un tour sur terrain pour voir exactement comment est-ce qu'elle est en train de faire ce grand travail remarquable et que nous saluons ici en direct de Kinshasa. Merci de suivre la 10e rue télévision en plateau. Fils Zangumbe, il est coordonnateur de la structure ONG, l'ONG L'Homme au centre de tout. Il va justement aussi décrypter les discours du chef de l'État qui a parlé de plusieurs aspects, notamment liés à la vie quotidienne. Et donc, ce que beaucoup ont pu relayer, c'est quand le chef a fait mention de ses 3e mandats, il a dit que si le peuple en veut, lui en veut. Et donc, le choix revient à la population, qui est les souverains primaires, de pouvoir en décider. Allez, Fiston Zangumbe, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère Kessimou Kouna, je salue les téléspectateurs ainsi que le peuple congolais dans l'ensemble. Donc nous sommes là pour analyser, comme vous venez de le dire, et voilà.
Allez, vous avez suivi religieusement les discours du chef de l'État d'entrée de jeu. Vous pouvez nous dire quels les côtés qui vous a plus marqué dans les dires du chef de l'État? Oui, Chris, j'ai suivi vraiment avec attention particulière l'intervention du chef de l'État pendant ces conférences. Il y a des choses à tirer, c'est-à-dire il y a des points forts et des points négatifs. Et il y a beaucoup des aspects que le chef de l'État a évoqués dans le secteur de sécurité, la vie sociale et beaucoup de choses sur le plan politique. Les questions de l'air, il a abordé. Mais moi, je me suis posé beaucoup de questions pour savoir est-ce que c'était opportun pour que le chef de l'État puisse communiquer. Non, attention. Cette conférence, le président l'a tenue en marge de la Journée internationale de la liberté de la presse. Merci beaucoup. Les matières évoquées et beaucoup de questions qui sont posées au chef de l'État et sa réponse a suscité beaucoup de remords. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des aveux, il y a eu des questions, il y a eu beaucoup de réponses que les Quinois et Quinoises attendaient. Apparemment, c'est comme si nous sommes restés pour certaines questions sur notre soif. Mais je vais commencer par parler de la situation sécuritaire. Moi, je suis un peu triste parce que lorsque le chef de l'État a présenté ses esquisses par rapport aux propos qu'il avait tenus, escarmouche et tout ça là, il a présenté des esquisses, il a fait des aveux. J'ai suivi. Okay. Il a fait des aveux qu'il n'était pas informé, il était mal informé, peut-être orienté par rapport aux informations sur notre armée. Mais nous disons que c'est à ces moments ici que nous devons bien réfléchir et à l'avenir corriger des choses. Parce que les experts militaires disent que une armée doit être persuasive et être aussi dissuasif. Et dans les techniques militaires ou dans les démarches d'une armée, avant de se lancer dans une guerre, vous devez savoir votre capacité de frappe, très bien, capacité de riposte et capacité de résistance. Très bien. Et parfois, quand il y a trop de déclarations avant la guerre, ça pousse l'ennemi de vous attaquer à temps réel et d'anticiper. Voilà que le chef d'État reconnaît que pendant la campagne électorale, les choses qu'il disait, il était confiant, il était fier, il savait que l'armée était capable de résister, de combattre, mais malheureusement, le Rwanda a anticipé. Nous avons tiré des conséquences, dont il y a beaucoup de milliers de Congolais qui ont perdu la vie. Voilà, aujourd'hui, le chef de l'État s'est rebiffé en présentant des esquisses. Je crois qu'à l'avenir, comme lui-même il a dit, que notre armée est en train de monter en puissance. Il ne faut pas que cela soit sur papier, mais il faut que ça se voie sur le terrain. Parce que notre pays est entouré de 9 pays voisins. Et aujourd'hui, les États ne badinent pas avec la sécurité. Très bien. Lorsque les États-Unis a voulu attaquer l'Iran, il a promis que il va faire une opération de 6 jours. Mais aujourd'hui, ça fait combien de jours que l'Iran est en train de résister et les États-Unis n'arrivent pas à faire ce qu'ils devraient faire. Et lorsque Vladimir Poutine voulait attaquer l'Ukraine, il a fait le discours, il dit je vais attaquer, et à la fin de son discours directement, la Russie a attaqué l'Ukraine. Donc nous devons quitter ces terrains-là des slogans, ces terrains-là de beaucoup parler ou à peu près. Il faudrait que nous soyons vraiment une armée forte et dissuasif. Il faut que tous nos forces soient au point d'attaquer, parce que... Mais quand vous dites que le chef de l'État reconnaît que l'armée monte en puissance, c'est-à-dire nous avons une armée forte et
qui prouve c'est lui qui a ces derniers temps. C'est lui qui est mieux informé parce qu'il y a des services de renseignement militaires, ANR et services de sécurité. Donc il est mieux informé. S'il dit que pendant ce temps-là, il n'était pas bien informé et qu'aujourd'hui il présente des excuses et il nous promet que l'armée monte en puissance, nous souhaiterions seulement que cela ne soit pas un slogan, mais cela une réalité. Parce que les rapports de force entre les États, ce n'est pas question de faire peur à son voisin, mais avoir vraiment une armée qui va faire peur les voisins. Nous avons beaucoup de forces aériennes, forces navales, forces terrestres, et chaque force doit avoir la capacité de frappe. Je m'en vais encore sur le point de l'embouteillage. De l'État a reconnu qu'il y a un problème serré d'embouteillage et il a salué l'effort avec beaucoup de plaisir, beaucoup de réunions qu'ils ont eu à tenir pour chercher la solution. Mais malheureusement, sur les terrains, on voit que les choses n'avancent pas, les problèmes persistent. Mais il y a lorsqu'il a dit que si on voit un ministre en train de violer la colle de la route, je me dis, mais leurs vitres sont teintées. Il roule à une vive à lire. Est-ce que comment on saura que c'est tel ministre qui est passé pendant que l'air véhicule est bâché? Il y a les agents l'air véhicule est bâché. Les régulations qui sont sur le terrain. En réalité, nous devons être conscients de la situation, résoudre les problèmes in globo. Ça veut dire qu'il ne faut pas voir les problèmes dans un contexte normal. Non, parce qu'il y a un problème des transports. Les gens, des fois, font les pieds parce qu'il y a des difficultés de transport. Mais le vrai problème, c'est que... Fiston Zangombe, parce que vous l'avez dit tantôt, quand les chefs de l'État évoquent le problème des embouteillages sur la ville de Kinshasa, il y a un digne fils de la République qui est chercheur en transport, tourisme, puis agriculture, le commandant Serge Lunga, qui est un pilote de ligne, plus de 20 ans d'expérience. Il a proposé des solutions pour dire il y a possibilité de mettre fin aux embouteillages à Kinshasa. C'est-à-dire les propositions, ou soit la solution, est de mettre en place des trains urbains. Il a dit si aujourd'hui nous mettons des trains urbains sur Kinshasa, nous allons résoudre ces grands problèmes de mobilité des Kinois. Les trains, il est économique. Les trains reçoivent une capacité nombreuse de personnes à la fois. Et donc, ça pourra justement apporter une lueur d'espoir en ce qui concerne la mobilité des Kinois, mais personne ne l'entend, personne ne l'écoute, alors que sur terrain, il y a même la Société nationale des transports qui souffre et qui n'a pas assez des engins pouvant permettre aux Kinois de se déplacer. Alors, avec les 207 que nous avons sur les rues de Kinshasa, ça laisse à désirer. Et comment ne pas affronter ces grands problèmes des embouteillages? Je ne vais pas emprunter le mot d'Israël Mutombo qui dit que c'est comme si nous réfléchissons au bout de notre urine. Et permettez-moi, parce qu'il avait dit ça, j'ai l'impression qu'on n'a pas des hommes capables à réfléchir pour trouver des solutions durables pour la ville de Kinshasa. Nous avons nous avons 24 communes dans la ville de Kinshasa. Et les matins, les personnes sortent de 23 communes pour venir dans un seul coin, dans la ville. Ça veut dire que les gens quittent de Tchangou vers Mboudi pour venir dans la commune de Yagombe. Nous avons dit qu'il fallait faire une bonne politique de désengorgement de la ville. Très bien. Mais malheureusement, les Libanais construisent des immeubles. Ils continuent à construire dans la ville, dans la commune de la Gombe. Et les gens qui construisent de l'autre côté de Tchangou, il n'y a pas une bonne politique d'urbanisme et habitat. Il n'y a pas une politique aujourd'hui, on peut féliciter. Il y a des routes qui sont construites, les rocades, mais ce qui suit le développement rapide, ce sont les infrastructures de base. Il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait de l'électricité, il faut qu'il y ait des écoles, il faut qu'il y ait des moyens de transport adéquats. Pourquoi on a
Nous avons proposé plusieurs fois qu'on puisse remettre les trains urbains de Kinsuka vers Gare Centrale, de Gare Centrale vers aéroport d'Njili ou Maluku. Cela aiderait tout ce qui sort de Tchangou et du côté de Kinsuka ou Mbudi. Malheureusement, ce sont des maisons qui poussent comme des cacahuètes, des champignons vers les trains de rail. Si vous prenez vers Itex Africa jusqu'à Magasin Gitambo, personne ne prend ces soucis-là de remettre les rails et d'aider les Quinois. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre comment les deux autres commencent vers des bonhommes jusqu'à Pascal. Mais il n'y a personne, il y a des mauvais stationnements, il y a des véhicules en désordre, il y a des motards qui stationnent mauvais, mais il n'y a personne qui les dit. Il y a des véhicules qui quittent des bonhommes du côté de Shekina et qui prennent sens contraire, qui handicapent la circulation. Mais personne ne parle. On parle. Aujourd'hui, c'est impossible. Vous quittez 17e rue pour arriver vers première rue. C'est compliqué alors que nous avons la route de 4 bandes. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de bonnes décisions. Apparemment, le régime ou le pouvoir est en train de caresser Daniel Bouma au sens du poil. Il est dogoté et il n'assume pas ses responsabilités. D'autres questions, c'est la question de notre constitution. Donc ça, y a ça fait couler l'encre et salive. Est-ce que le problème c'est la révision? Est-ce que le problème c'est le changement? Est-ce que le moment est opportun? Est-ce que c'est là, même si nous allons au référendum, pendant que d'autres recoins de la République sont sous l'occupation des rebelles, est-ce que ça va faire l'unanimité? Est-ce que ça ne va pas créer la division? Aujourd'hui, est-ce que le problème de notre pays concerne essentiellement la Constitution ou nous devons faire l'effort pour récupérer notre partie de la République? Alors, restons dans les discours du chef de l'État. Oui. Quelque part, Félix Tshisekedi a dit qu'il est ouvert à un dialogue entre Congolais à condition de ne pas oublier les crimes commis par l'armée rwandaise et l'AFC M23 dans l'est de la RDC afin d'aboutir à une paix durable et véritable, a-t-il déclaré. Le dialogue permanent est normal parce que... Il est ouvert. Oui, j'ai dit le dialogue est normal. Dans un état normal, on doit toujours dialoguer parce que nous avons la force vive, nous avons l'opposition et nous avons le pouvoir en place. Si on veut dialoguer pour résoudre un vrai problème, tant mieux. Parce que notre problème aujourd'hui, c'est la justice, paix et réconciliation. S'il faut faire un dialogue pour partager les pouvoirs, ça ne sert à rien parce que nous avons essayé plusieurs fois ces formats de dialogue, ça n'a jamais abouti. Les uns débarquent du bateau et les autres font leur incursion pendant que les problèmes des Congolais ne sont pas résolus. Moi, je pense qu'il faut parler plus de dialogue sur le format de paix, réconciliation et justice. Pourquoi justice? On dit que la frustration accouche la division ou accouche la haine. Alors, je vous relance. Alors, le président de la République continue pour dire qu'il a demandé la garantie de convoquer ces dialogues. Il dit, donnez-moi une garantie que si je convoque les compatriotes en forum ici pour un dialogue intercongolais, la guerre prendra fin. Donnez-moi une seule garantie et je me mets à la tâche pour convoquer ces dialogues. Le président Tshisekedi, à qui il demande cette garantie? Aux journalistes, à la presse ou soit aux parties prenantes? Les chefs de l'État, selon la Constitution, c'est lui le garant des bons fonctionnements. Mais ici, il demande la garantie. Instructions. Moi, je crois que, comme disent les opposants, les chefs de l'État, s'ils veulent le dialogue,
il ne va pas imposer ou donner sa ligne de conduite selon lui, parce que le dialogue, chacun vient avec son agenda. Et moi, je crois qu'il est important que nous fassions ce dialogue, mais ceux qui ont pris des armes, je suis d'accord avec les chefs d'État. Les gens doivent répondre de leurs actes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens au gouvernement qui ont touché hier aux armes. Mais aujourd'hui, ils circulent normalement, ils ont des fonctions de l'État. Est-ce que doit-on continuer comme ça? Non. Mais par contre aussi, à l'interne ici, il y a beaucoup de problèmes. Lorsque nous dénonçons les détournements, lorsque nous dénonçons la justice à double vitesse, lorsque nous dénonçons que la justice est malade, lorsque nous dénonçons qu'il y a des conflits communautaires, il y a des conflits que nous devons résoudre ça dans l'ensemble, moi je crois que c'est nécessaire. Mais les chefs d'État doivent donner la chance au dialogue pour résoudre certains problèmes. Il a la charge de sécuriser notre pays. Il a la responsabilité de récupérer les territoires occupés, mais il a aussi la responsabilité d'écouter les uns et les autres. Très bien. Nous allons résoudre le problème du pays qu'avec les Congolais, avec les Congolais qui n'ont pas touché aux armes. Hein? Oui, mais il faut, pour ceux qui ont touché les armes, il faut résoudre le problème sur le plan militaire et sur le plan juridique. C'est là où est les débats. Quand vous dites que vous allez dialoguer avec ceux-là qui n'ont pas touché aux armes, c'est-à-dire vous rejetez en bloc les grands leaders de l'opposition, pour ne pas parler de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, et donc tenir un dialogue sans lui. Ça serait créer encore davantage de discussions, des problèmes au sein de l'opinion. Pour moi, comme membre de la société civile, moi j'ai dit que la politique a failli. Les politiciens ont failli. C'est de l'opposition que de la majorité. C'est-à-dire notre classe politique est archaïque. Aujourd'hui, quand vous parlez les de politiciens, vous faites allusion à quoi? J'ai fait allusion à ceux qui aux vieux qui sont aux vieux et ceux qui ont ceux qui ont eu la responsabilité de diriger pendant plus de 20. C'est quoi être vieux selon vous? Avoir un âge avancé ou bien bon, pas nécessairement, mais il y a quand même, vous savez, quand les gens, quand les psychologues ont réfléchi et ils ont dit qu'à 65 ans, quelqu'un doit prendre la retraite, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'à 65 ans, on ne peut plus donner le meilleur de soi. On a des facultés qui commencent à réduire. Vous n'allez pas me dire que Papa Mbousso va réfléchir comment il va, dans 20 ans, notre jeunesse va évoluer. C'est pourquoi lui me parle qui aura 70 ans bientôt, Fayoulou également. Et Kamere ne va plus revenir à l'opposition parce que le chef de l'État a plus de 65 ans. Avec son âge aujourd'hui, il ne peut pas faire l'opposition. Ça veut dire quand on est déjà à 65 Paul ans, Biya, 70 ans, il n'a rien à donner. Sassou 92 ans. Ils n'ont rien à donner. Ils n'ont rien à donner. Donc, aujourd'hui, nous avons des problèmes. S'il faut parler de la jeunesse est corrompue. Il faut bien fignoler dans cette jeunesse. Comment y parvenir? Si les politiciens sont conscients, si la classe politique doit être conscient, qu'on dise non, on peut aujourd'hui corriger les choses. Comment on peut donner des postes ministériels à un parti politique qui n'a pas un expert ou qui n'a pas des gens capables à diriger ces ministères? Vous prenez la justice, vous donnez un parti politique et qui va donner à un ingénieur, architecte. C'est ça le nœud de problème. C'est-à-dire la politique ne met pas des gens à la disposition des républicains, ne met pas les gens qu'il faut de l'État, des gens qu'il faut. Et le système est tellement archaïque que quand vous arrivez, même si vous avez des bonnes idées, et vous risquez de tourner à la patte, comme disait notre vieux Makila Soumanda. Bon, à l'État, il faut là. C'est-à-dire l'immoralité, il va tailler ça sur des bases et il dit ça à la génération à venir. Donc, le problème des infrastructures, Félix s'en félicite quand même. Il a donné un exemple d'un petit à lui qui vit au Canada, qui a étudié au Canada, qui est venu à Kananga. Il a vu l'université de Kananga et il a témoigné au chef de l'État que
cette université, elle est moderne que celle que moi j'étudie au niveau du Canada. Cet exemple, ça donne quand même une lueur d'espoir au sein de l'opinion et de ce que le chef de l'État est en train de faire comme travail. Nous devons féliciter l'effort du chef de l'État, mais nous devons aussi profiter dans de pareilles occasions pour lui dire que les choses vont très mal. C'est bien de construire les universités. Il a dit bientôt là on aura à peu près 20 universités construites. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose, mais aussi il faut revoir notre système éducatif. Aujourd'hui, si vous donnez un papier d'éducateur à un étudiant de deuxième licence, pour vous écrire seulement une note avec des bons français ou un demande d'emploi, et il faut voir ce qu'il va écrire. Est-ce que ça reflète les bâtiments ou ça reflète l'éducation, la qualité de l'enseignement? La qualité de l'enseignement est très mauvaise. Et s'il faut parler de notre vision par rapport à ce que nous voulons, est-ce qu'en Bujimaï, si vous formez des gens, des économistes, des juristes, des journalistes, est-ce que par rapport au contrées, par rapport à leur activité initiale, quotidienne, est-ce que ça, ils vont intérioriser ça? Il y a combien d'universités au Congo qui nous enseignent les matières premières? La transformation. Aucune. Si vous allez à l'Équateur en Bandaka, vous leur ramenez par exemple la faculté des droits, médecine, théologie, tout ça là, ou journalisme. Est-ce que c'est leur vraiment vision? Quelqu'un qui a besoin de faire des pêches, il a besoin de faire son agriculture. Donc il faut, c'est pourquoi moi j'ai dit il faut contextualiser les études aux réalités des communautés. Si vous allez en Chine, quand on vous parle d'Engwanzou, vous allez voir leur activité. Quand on parle de telle province, notre problème actuel, c'est qu'on n'a pas la vision. On ne veut pas transformer notre pays par rapport aux enjeux de l'air. Moi, je propose à ce que nous puissions nommer des capitales, des provinces, parce que des gens qui sont à l'intérieur veulent venir dans la capitale parce qu'il y a des courants et l'électricité. Mais dans d'autres pays du monde, on va vous parler de capitale économique, capitale industrielle, capitale politique, capitale agricole. C'est de là que ça montre que l'État veut contextualiser les choses, transformer ces provinces-là pour donner de la valeur. Félicitations, chef d'État, parce qu'aujourd'hui, il y a l'INPP qui monte en puissance. Bien qu'il y ait un nouveau bâtiment de l'INPP. Nouveau bâtiment vers Maluku. Ils ont baissé le frais de la formation. Il y a des formations de $60, $70. Ça, c'est bien. Nous devons aider les jeunes gens à faire des formations, d'apprendre des métiers. Au lieu de comme les général Kassongo avec des bâtisseurs, oui, au lieu de multiplier des universités pendant qu'on forme les idiots, on forme en tout cas félicitations. Aujourd'hui il a encadré plus de 1000 félicitations Kuluna qui sont devenus bâtisseurs. Ils sont en train de construire la République. Félicitations, bien qu'ils forment les Kuluna, alors qu'il y a des jeunes gens, alors qu'il y a des jeunes gens qui ont besoin d'apprendre le métier. Mais la porte est ouverte. Le service national n'a jamais fermé la porte. On a mal présenté le service national, alors que l'initiateur, Mouzé Paix à son âme, Laurent Désiré Kabila, il avait l'idée de faire ça dans toutes les provinces, même dans la province de Kinshasa. L'idée, c'était pour aider notre pays à produire, parce que le ventre affamé n'a pas de l'oreille. À produire le maïs. Aujourd'hui, si vous allez vers Menkao, si vous allez vers Massimanimba, il y a des espaces verts. Et pourquoi ne pas faire des activités agricoles? Mais il faut le moyen. Pourquoi ne pas le général Kassongo? Mais il a dit qu'il a besoin de moyens. Lui-même, il s'est lancé dans cette dynamique de pouvoir installer les services nationaux dans presque toutes les provinces. Alors, il faut par ailleurs l'encourager parce que tout récemment, les services nationaux produisaient à peu près 25 000 tonnes de maïs. Mais pour cette année, ils ont produit 40 000 tonnes. Donc, si on lui avait donné l'argent des Arena,
de la construction d'Arena, il allait faire des bonnes choses. Oui, si on lui donnait l'argent des on appelle ça centre financier qui est Doni, on appelle ça Doni. Mais vous êtes habitant de Kitambo, vous voyez si on lui donnait l'argent des francophonies, si on lui donnait l'argent des francophonies 360 000 et on rejetait ça millions et on rejetait ça comme le Canada avait fait. Ça vous habitez Kitambo, vous avez vu que l'hôpital de Kitambo est en pleine construction, ce sont les bâtisseurs qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire que le général Kassongo, si on lui donnait beaucoup de moyens, l'argent qui est volé ici, dans Frivaro, on suit le procès, on ne cite que des millions de dollars. L'argent qui est volé chaque jour, chaque matin ici, si on donnait ça au général Kassongo, alors qu'il n'y a que peu de moyens, mais regardez aujourd'hui, les enfants ont appris les métiers, nous avons des charpentiers, nous avons des carrelaires, nous avons plusieurs domaines là-bas où les enfants apprennent le métier, et aujourd'hui, ils sont devenus utiles pour la nation, les bâtisseurs. Donc ce sont des choses à encourager. L'État, si nous sommes conscients, ce sont des choses à encourager. Dans la ville de Kinshasa, c'est aussi la présidence de la République qui met aussi les moyens. C'est le budget de la présidence. On le félicite, on dit qu'il fallait multiplier ça. Même dans la ville de Kinshasa, il y a beaucoup de jeunes gens qui trimballent dans la ville ici, qui restent à la maison, qui manquent à faire. Qui ne savent pas le métier. Alors qu'il y a des espaces verts. On pouvait faire ce genre des activités dans la ville de Kinshasa. Nous souffrons aujourd'hui avec les problèmes des pêches. Est-ce que nous avons d'ailleurs proposé au général lieutenant général qui devrait arriver jusqu'aujourd'hui. Les politiques ont échoué, vous l'avez dit tantôt. Nous avons proposé au général Kassongo Kabouik de prendre un peu ces secteurs, de pouvoir étudier et puis se lancer. Aujourd'hui, si les services nationaux commencent aussi à nous fournir des poissons, ça sera une très bonne chose. Kassongo est prêt parce qu'il a les capitales humains, il a les personnels qui qualifiés même parce qu'ils sont en plein apprentissage des métiers, et donc dans 2-3 ans, Torolia Bambisi a Torolia bio à travers le service national. C'est possible, parce que la politique a échoué. Le ministre de l'Agriculture, le ministre des Pêches, je ne sais moi quel ministre encore, ils ont échoué, on n'a pas de résultats, mais regardez les services nationaux, 40 000 tonnes de maïs. Et le chef de l'État est attendu justement pour lancer cette opération de récolte, avec une cité aussi qui a été construite là-bas, l'aérodrome également, et puis un hôpital baptisé Mama Denise Nakero Tshisekedi. Kassongo Kabouik, c'est vraiment un vrai visionnaire pour l'épanouissement et le développement de la RDC, surtout l'encadrement de la jeunesse. Moi, personnellement, si on me demandait aujourd'hui si je suis candidat président de la République, s'il faut établir mon programme, je vais prendre seulement les 5 années qu'on donne là. Première année, je vais travailler sur la santé et l'agriculture. Deuxième année, on travaille sur l'électricité et l'infrastructure routière, l'eau. Troisième année, on travaille sur l'homme. Parce que si on résume... Pourquoi l'homme en dernière position? Parce qu'avant de transformer l'homme, il faut transformer d'abord l'environnement. Et transformer d'abord sa mentalité. Sa mentalité doit transformer lorsqu'il mange bien, lorsqu'il est en bonne santé. Allez, aujourd'hui, moi je vais souvent à l'hôpital Mama Emo. Donc, tu te poses la question, est-ce que les autorités sont informées? Ne fût-ce que pour l'odeur. Il y a un nouveau bâtiment. Peut-être que vous n'allez pas là-bas. Mon fils est souvent traité là-bas. Ok, il faut aller dans l'ancien Mama Emo peut-être. Ah, vous parlez de l'ancien? Je parle de l'ancien et je parle des pavillons 5, 10, là où on loge les malades qui souffrent de diabète, qui ont de plaies. Mais il faut sentir l'odeur, il faut voir comment les gens souffrent. Donc, bref, s'il faut se rattraper, les chefs de l'État doivent travailler actuellement. Alors, il y a un confrère qui a posé la question à Tshisekedi pour justement en savoir un peu plus sur la route Kassavubu vers Bandal Chibaou. Ça fait des années. Il n'y a pas un programme clair. On va permettre à réhabiliter cette route. C'est quand même le nom du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kassavubu. Bon, je ne vais pas choquer des sensibilités ici, mais d'après les informations aussi,
certaines avenues sont construites par rapport aux recommandations des politiciens, des députés, des honorables. Parce que on ne peut pas comprendre. Vous aménagez beaucoup des avenues vers Kasavubu, vers Barumbu, commune de Kinshasa, mais des grandes avenues comme Kasavubu, vous n'arrivez pas à arranger ça. Alors que il y a beaucoup de vers Bandal là-bas, beaucoup de gens prennent on a du mal à rouler le là-bas, magasin qui tombe jusqu'à Sabena. Mais vous voyez comment on est en train de construire des avenues, mais on reste des grands acteurs comme Kasavubu. Et je me pose la question, tout ce qu'on a sorti comme moyen pour réhabiliter des routes dans la ville de Kinshasa, est-ce qu'on a pensé aux routes dans des provinces qui pouvaient nous amener des produits agricoles? Vous prenez Gemena, Badoli, vous parlez des routes de dessert agricoles vers Lissala, Bumba, ou vers là où il y a des rivières. Vous prenez Bandundouville vers Kikwit. Les routes de dessert agricoles. Il fallait penser à ça. Allez, mais bien. On va vous dire que non, le gouvernement est en train de voir avec ils ont pris des mesures avec 145 territoires. Dans des deuxièmes phases, on va voir ces problèmes. Merci beaucoup. Merci. Et aussi, attendez, vous allez conclure l'émission. Permettez-moi quand même de saluer toutes les dames de la ville province de Kinshasa qui nous suivent à cet instant. Et nous allons particulièrement saluer la présidente de l'association des femmes sacrées. Il s'agit comme ça de ma grande sœur, il y a Sylvie Kassongo, Silkas. Et donc, dans cette association, nous retrouvons quand même des grandes femmes, des femmes de valeur, comme Nicole Malonda, Merline Kiaba, Paola Aigle Royal, Angèle Kapema. Nous avons Nadine Mavinga, autrement dit Dinana, la douce. Nous avons Sylvie Zaïna, mais aussi Jolie, la fille des mamans. Sylvie, on ne va pas ici oublier Madame Nathalie. Nous n'allons pas également oublier Pernette, puis Patricia. Et donc, toutes ces femmes sont coordonnées par Madame la Présidente Sylvie Kassongo Silkas. À la structure Association des femmes sacrées, on vous salue. Allez, on va vous poser la toute dernière question pour justement conclure, ou soit boucler cette émission d'aujourd'hui consacrée à ces discours du chef de l'État, sa conférence de presse devant le journaliste. Je n'ai pas suivi là où on l'a posé la question sur la subvention des médias congolais. On n'est pas subventionné, on n'a pas assez de moyens, même si le chef de l'État l'a reconnu lui-même que donc nous sommes à la fin, nous sommes à la fin. Vous allez quand même entrer pour 5 minutes, poudre moi 5 minutes, allô bapé moi du loba, moi au sandé bien et ça va bien. Même si Bandal bazo bongisate na Kasavubu, permettez-moi de lancer ces messages en lingala. La route Kasavubu là, Prince Kasavubu, et ça va Prince Kasavubu, qui commence vers Kitambo magasin jusqu'au niveau de Sabena, poste 30 juin. Ouais. Voilà, poste 30 juin. Et puis de ce côté, vous avez Ecobank, la nouvelle banque construite, les bâtiments de cette nouvelle banque. Et donc, cette grande avenue de la ville-province de Kinshasa, pourquoi aujourd'hui cette avenue est-elle laissée comme ça? Elle est dans un état de délabrement très avancé. Quand vous êtes vers Tchibangou là-bas, vous n'allez pas rouler. Et d'ailleurs, vous n'avez pas sens unique. Tu comment rouler qu'on a sens unique. Il y a des nids de poules partout. Il y a des nids de poules partout. Des sens bouchés. Et ça, caniveau. Et ça, curité, on ne sait pas comprendre. Ils sont exposés à plusieurs maladies. Et d'ailleurs, ils sont dans l'hôpital Moropé, mais finalement, on ne sait pas. Environnement, vous placez les derniers mots comme ça. Oui. Avant de répondre, moi, je voulais demander au chef de l'État non seulement qu'il y aura un nouveau gouvernement, mais il faut réformer le gouvernement. Oui, parce que chaque ministère, quand on nomme des ministres, il y a des ministres qui viennent, je vais réformer les secteurs, je vais réformer. Mais apparemment, c'est comme si le gouvernement doit être, lui-même, le gouvernement doit être réformé. Et il y a des
des postes ministériels inutiles. Les postes ministériels créés pour donner aux politiciens du travail inutile. Alors que lorsqu'il y a un nouveau gouvernement, les gouvernements sortants bénéficient de 6 mois de frais de sortie et le gouvernement entrant bénéficie de 6 mois de frais d'entrée aux fonctions. Alors que c'est ça. Bon, je voulais dire un mot par rapport à la construction en Zéla. Les ingénieurs disent que lorsque Basali Nzela, il faut livrer en haut. Hein? Dans un agence, il y a grand travaux. Je vais finir. Malheureusement, je ne sais pas si le chef d'État est informé. Lorsque Basali Nzela, sa livraison pendant que déjà Caniveau est déjà plein. Merci. Pendant que bonjour et bienvenue. Oui, en retard. Les embouteillages toujours. Ok. Vous avez suivi les chefs de l'État. En grosso modo, quelle lecture faites-vous de ces grands discours du président de la République? Il a abordé toutes les questions possibles liées à l'actualité en République démocratique du Congo, la guerre dans l'Est, les infrastructures, ces 6 piliers qu'il avait évoqués lors du prestation des serments. Il a, bref, ramassé toutes les questions. Et quelle analyse faites-vous de cet oral du chef de l'État devant la presse? Bon, de prime abord, ça valait la peine que le président de la République puisse brosser tous les sujets d'actualité qui fait débat dans différentes émissions télé. Nous voyons chaque jour, il y a des gens qui défilent pour dire leur opinion. Et ça serait mieux que le président puisse fixer, étant donné qu'il est le garant de la nation, il est celui qui garde et qui porte la vision pour les pays. Donc ça valait la peine. Mais là où peut-être je trouve que nos amis continuent nos amis de l'opposition, si je peux les considérer comme ça, continuent à prendre le sujet de la sécurité à la légère. C'est là où peut-être les bas blessent. Le président a évoqué la question que nous avons toujours discuté ici, la question du 3e mandat ou du changement de la Constitution ainsi que de sa révision. Et ce que le président a étayé, c'était vraiment normal, ça rencontre la réalité. Le président a été réaliste, disant que c'est totalement, presque pratiquement difficile d'organiser les élections dans le contexte de l'occupation de nos 2 parties, nos 2 territoires très importants, qui est le nord et le sud. Les Sud Kivu. Mais il y a les opposants qui ont dit que le pouvoir en place utilise la guerre dans l'Est comme un fonds de commerce. Hein? Mais comment le pouvoir peut utiliser la guerre pour une raison de se maintenir au pouvoir, alors que les sanctions qui venaient de tomber contre les agresseurs sont connus, les chefs de file sont connus. Comment vous pouvez taxer les pouvoirs pour qu'on puisse à la guerre, alors que vous savez très bien que c'est Kabila, Kabila, Nanga, Kagame et consorts, vous le savez très bien. Vous êtes contre le changement de la Constitution. Vous évoquez qu'il faut organiser les élections en 2028. Pourquoi vous êtes contre les référendums? Parce que vous dites que l'opposition dit que il faut respecter il n'y a pas moyen. Si on organise les référendums, ça va légitimer ou céder gratuitement le parti occupé par les rebelles. Maintenant, le même réalité, difficulté que nous pouvons rencontrer pour organiser les référendums, ce sont les mêmes difficultés, les mêmes réalités qui se présentent pour organiser aussi les élections. Le même moyen, ça demanderait la sensibilisation à tous azimuts, c'est-à-dire de toute l'étendue de la territoriale pour les élections, la participation de tout le peuple et ceux qui sont occupés, nous le savons, il n'y aura pas moyen qu'ils participent. Vous voulez nous dire que c'est impossible d'organiser les élections parce qu'il y a des zones qui sont sous l'occupation de l'ennemi. Ça, je prends d'abord l'allocution de l'opposition disant qu'il n'y a pas moyen parce que ça va légitimer l'occupation. Maintenant, s'il n'y a pas moyen pour les référendums, mais le président a raison, il n'y aura pas aussi moyen d'organiser les élections parce que ce soit pour les référendums, que ce soit pour les élections, les mêmes réalités s'imposent. Donc moi je pense que le président a raison à ce sujet. Si l'opposition
Ils sont conscients et ils veulent réellement que les élections soient organisées à l'échéance constitutionnelle. Ils doivent mettre les présidents maintenant face à l'épreuve. C'est-à-dire demander à leurs collaborateurs, demander à leurs amis, demander aux chefs des rebelles connus de tout le monde, Kabila et Kagame, de se retirer simplement, de céder ces territoires-là. Comme ça, on verra maintenant la bonne foi du président s'il va organiser ou pas. C'est ça. Donc, demandez à Kabila. N'allons même pas au dialogue. Vous sollicitez le dialogue sur base... Mais pas dit, il est ouvert. Hein? Les dialogues... Mais il ne va pas oublier ceux qui ont commis des crimes. Hein, les dialogues avec Kabila, c'est une ligne qu'on ne peut jamais franchir. C'est une ligne, c'est infranchissable. On n'arrivera pas avec Kabila. Mais peut-être avec les restes, l'opposition non armée, ils peuvent venir partager la réalité avec le président, évoquer leur point de vue, voir comment maintenant dans le contexte actuel, nous pouvons maintenant faire face et pour organiser les élections ou pour faire avancer les pays. Puisqu'avec ceux qui ont touché les armes, c'est impossible. Sinon, on risque d'encourager le malfaiteur. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous êtes là, demain, si vous n'êtes pas satisfait pour une raison ou une autre, vous allez toucher aux armes parce que vous savez qu'on va finir par les dialogues. Ça, ce n'est pas vraiment tout ça. Donc, nous disons qu'il n'y aura pas les élections en 2028 pour une seule raison. Les zones sont occupées, telles qu'évoque l'opposition. Le chef s'est félicité de ce qu'il a fait comme travail. Il a été également aussi félicité par les confrères pour nous dire que voilà, dans plusieurs secteurs de la vie, il y a eu des avancées significatives. Une très bonne chose. Mais mon frère, je l'ai toujours dit, il faut être de mauvaise foi pour dire que le président n'a rien fait. Il faut être de mauvaise foi. Votre confrère Israël Mutombo, dernièrement nous avons suivi une dame qui venait de sortir de la prison de Makala, témoignant comment est-ce que la situation sociale au niveau de la prison de Makala s'est améliorée. Elle regrette d'avoir quitté même Makala pour dire que oui, elle dit elle mangeait bien. Elle mangeait, elle regarde ce qu'elle a laissé comme nourriture. Elle regrette. Moi-même, je vous ai dit la fois passée, j'étais ici à l'hôpital de Kanchach. Moi-même, j'ai vu comment est-ce qu'on distribuait à manger aux malades. Moi-même, j'ai vu ça. Au Kanchach? Oui, au Kanchach, même aux aides malades. Même aux aides malades. Tout ça, ça fait partie du social. Les sociales, c'est aussi les routes. Les gens ne savent pas. Les routes, ça permet... Les infrastructures. Les infrastructures. Les désenclavements. Mais comment on aura à manger s'il n'y a pas de voies pour nous amener ceux qui pourrissent là-bas à l'intérieur, aux provinces? Il faut qu'il y ait des voies. Ça fait partie des sociales. Combien de routes ont été construites? Combien des écoles? Combien des hôpitaux? Ça, il faut être de mauvaise foi. La politique de la haine. Nous ne disons pas que le verre est plein, mais le verre est quand même à moitié plein. Le président a fait quelque chose dans tous les secteurs du pays. Le président a fait quelque chose, c'est probant, c'est prouvé, c'est démontrable. C'est démontrable. Donc nous disons, moi je les appelle les clubs d'amis, ce ne sont même pas des partis politiques, des petits partis politiques qui n'ont même pas des partisans, les gens comme Denis Sangha. Et ces garçons-là, Merlin Vouvou, l'autre là qu'on a mis à la prison, ces gens, ils ont quelle masse, ils ont quelle population derrière? Jean-Marc Aboun. Les Jean-Marc Aboun. Aujourd'hui, Fayoulou sera devant là. Il a convoqué la presse. Hein? Je t'ai dit, il faut protéger notre papa. Le poids de l'âge pèse sur notre papa. Depuis longtemps, il était là. Il a attendu que le président de la République puisse faire son poids de presse. Pour que lui aussi, qu'il fasse ça. Nous refusons des récupérations politiques. Depuis longtemps, il a toujours fait des points de presse. Ça n'a pas eu des effets. Dès lors que le président fait son point de presse, lui aussi il a dit là. Lui aussi il veut profiter de l'actualité. Ce sont des politiciens et de l'opposition de buzz. L'opposition des réseaux sociaux. Ils savent que le président a évoqué ça. Ton dernier mot? Ils savent que le président a évoqué ça. Nous maintenant on peut venir faire quelque chose pour s'afficher dans l'actualité. Donc ce n'est pas quelque chose que nous encourageons. Papa Fayoulou ne dira rien de grave. Mon dernier mot. Papa Fayoulou, c'est notre pépé. C'est notre pépé. Pépé Fayoulou. Donc supportons pépé, le poids de l'âge. Donc attendons-nous seulement ce qu'un vieillard dit.
Donc, c'est raisonnable. Attention à ce qui sort dans la bouche d'un vieillard, c'est de la sagesse. Hein? Non, nous ne disons pas qu'il n'y a pas de la considération de ce que dit le papa. Mais tenons compte aussi du poids de l'âge. Tenons compte aussi du poids de l'âge. Il souffre beaucoup de l'âge. Donc, je lance une communication à tous les staffs de notre fédération, le Kungade, dirigé par le président Chris Cicéron Bakumba. Donc, nous avons une réunion très importante qui sera convoquée ce dimanche. Nous invitons tous les présidents communaux, tous les staffs de notre fédération, le Kungade. Venons, participons dans cette réunion pour voir ce que nous pouvons encore mettre en place pour l'avancement de tout ça. Donc, je ne manquerai pas de saluer Maître... comment encore le nom? On écrit tout. En tout cas, bon week-end, hein? Bon début de week-end surtout. À ma grande sœur Yasouzi Kassongo, Ballon d'Or. Merci de nous suivre. Vendredi, madame, non, Yasouzi, tout le monde en a et ça va bien. Allez, merci de nous avoir suivis. Fais suivre le bal juste émission d'Aïssi. Émission ici. Des choses. Il y a Mkeza Kaka pour mon frère. Nous devons être cohérents dans ce que nous disons. Je l'ai suivi très bien par rapport à l'élection. Et référendum, mais APK élection. Oui. Et on ne peut pas ne pas vouloir organiser l'élection par pour raison il y a prise il y a Goma. Merci beaucoup. Merci à Germain. Merci à Emilo, merci. Merci à Def Matondo Bevel qui est un message à taper Daniel Mumba. Monsieur Silvio Lobaki de Amingo. Ah ça l'effort. Allez. Ah bon ça va. Voilà. Toussaint Lubaki. Merci d'être là. Allez, on se revoit.